vous l'avez déjà ressenti. Ce moment où vous terminez d'expliquer un concept complexe et vous vous adossez, satisfait de votre brillance, pour réaliser quelques heures plus tard que vous avez fondamentalement mal compris toute la chose. Ou peut-être avez-vous observé quelqu'un argumenter passionnément sur un sujet dont il ne connaît manifestement rien, tout en restant absolument convaincu de son expertise. Ce ne sont pas simplement des moments de confusion, ce sont des aperçus de l'un des pièges cognitifs les plus dangereux dans lesquels tombent les humains, l'illusion de l'intelligence. Plus vous vous croyez intelligent, plus vous devenez vulnérable. L'intelligence, cette qualité que nous célébrons et poursuivons, sert souvent de déguisement parfait pour nos auto-tromperies les plus profondes. Et ce qui rend cette illusion particulièrement insidieuse, c'est que les personnes les plus affectées sont précisément celles les moins équipées pour la reconnaître en elles-mêmes. Alors que nous nous moquons des ignorants pour leur manque de connaissances, nous confrontons rarement les érudits pour leur excès de confiance. Pourtant, l'histoire montre que certaines des décisions les plus catastrophiques n'ont pas été prises par des imbéciles, mais par des esprits brillants, piégés dans les chambres d'écho de leur propre intelligence. Aujourd'hui, nous plongeons dans la psychologie derrière ce phénomène, les mécanismes qui transforment nos forces cognitives en vulnérabilité psychologique, et pourquoi la phrase « je sais » pourrait être l'affirmation la plus dangereuse dans la pensée humaine. L'illusion de la profondeur explicative. En 2002, les psychologues Frank Keil et Leonid Rosenblit ont documenté un biais cognitif fascinant. Ils ont demandé aux participants d'évaluer leur compréhension d'objets quotidiens comme les toilettes, les fermetures éclairs et les bicyclettes. La plupart des gens ont exprimé une grande confiance dans leurs connaissances. Puis, ils ont demandé à ces mêmes personnes d'écrire des explications détaillées sur le fonctionnement réel de ces objets. Les résultats étaient révélateurs. Forcés d'articuler leur compréhension, les participants ont découvert d'énormes lacunes dans leurs connaissances. Ce qu'ils pensaient être une compréhension complète n'était en réalité qu'une familiarité vague et superficielle. Après cet exercice, ils ont considérablement revu à la baisse leurs auto-évaluations. C'est l'illusion de la profondeur explicative, notre croyance persistante que nous comprenons les choses bien mieux que ce n'est réellement le cas. Mais voici ce qui la rend pertinente pour notre discussion. Cette illusion ne diminue pas avec l'éducation, elle s'intensifie souvent. Prenez le changement climatique. Demandez à la plupart des personnes éduquées si elles le comprennent, et elles répondront avec assurance que oui. Demandez-leur d'expliquer les mécanismes spécifiques par lesquels le méthane piège la chaleur différemment du dioxyde de carbone, ou comment l'acidification des océans impacte la séquestration du carbone, et regardez leur confiance s'effondrer. Le problème n'est pas que nous ne savons pas certaines choses, c'est que nous ne savons pas ce que nous ne savons pas. Et plus nous devenons éduqués, plus nous devenons habiles à dissimuler ces lacunes, non seulement aux autres, mais aussi à nous-mêmes. Cela explique pourquoi les experts peuvent être simultanément brillants et aveugles. Le physicien qui se moque des croyances religieuses, tout en étant incapable d'articuler les arguments théologiques qu'il rejette. L'économiste qui ridiculise les théories opposées sans saisir leurs prémices fondamentales. Le philosophe qui rejette les découvertes scientifiques sans comprendre la méthodologie qui les sous-tend. L'intelligence n'élimine pas l'illusion de la profondeur explicative. Elle fournit un langage plus sophistiqué pour la masquer. L'effet Dunning-Kruger et son inverse. La plupart des gens connaissent l'effet Dunning-Kruger, le biais cognitif où les personnes aux connaissances limitées surestiment leur expertise.
Les incompétents manquent des compétences même nécessaires pour reconnaître leur incompétence. Ce qui reçoit moins d'attention est ce que nous pourrions appeler l'effet Dunning-Kruger inverse. La tendance des véritables experts à surestimer à quel point leur expertise dans un domaine se transfère à d'autres. Le physicien qui croit que sa compréhension de la mécanique quantique le qualifie pour faire des déclarations sur la conscience. Le neuroscientifique qui pense que cartographier les structures cérébrales donne un aperçu des questions philosophiques du libre arbitre. L'entrepreneur à succès qui suppose que son acuité commerciale se traduit en expertise politique. L'intelligence dans un domaine crée un effet de halo qui déborde sur d'autres, conduisant à ce que le philosophe Ludwig Wittgenstein appelait l'ensorcellement par le langage. La croyance que parce que nous pouvons parler de quelque chose en utilisant un vocabulaire technique, nous devons le comprendre. Cela aide à expliquer pourquoi les personnes intelligentes commettent souvent des erreurs catastrophiques de jugement en dehors de leur domaine. Leur intelligence ne parvient pas seulement à les protéger, elle les induit activement en erreur en leur donnant un faux sentiment de maîtrise sur un territoire inconnu. Le fonds spéculatif Long Term Capital Management, dirigé par des économistes lauréats du prix Nobel, s'est effondré de façon spectaculaire en 1998, nécessitant un sauvetage de 3,6 milliards de dollars. Leurs modèles mathématiques sophistiqués n'ont pas réussi à tenir compte de ce qui ne pouvait pas être quantifié. La psychologie du marché et les crises de liquidité. Leur intelligence est devenue un handicap lorsqu'elle a engendré une confiance excessive dans des domaines où leur expertise ne s'appliquait pas. L'effet boomerang. L'intelligence ne se contente pas d'échouer à nous protéger de l'erreur. Elle peut activement nous y enfermer. C'est l'effet boomerang, où présenter des preuves contre les croyances de quelqu'un renforce souvent ses croyances au lieu de les affaiblir. Le psychologue David McRaney le décrit ainsi : « Lorsque vos convictions les plus profondes sont contestées par des preuves contradictoires, vos croyances se renforcent. Cela se produit parce que les personnes intelligentes possèdent davantage de ressources pour la contre-argumentation. Lorsqu'on leur présente des preuves contredisant leur point de vue, la personne moyenne peut avoir du mal à trouver des défauts dans l'argument. La personne intelligente génère rapidement de multiples contre-arguments, exceptions et interprétations alternatives. Son agilité mentale devient un mécanisme de défense contre le changement d'avis. Des études montrent que plus une personne est informée sur une question politique polarisante, plus elle est susceptible de rejeter les preuves contradictoires. Ces connaissances ne conduisent pas à une compréhension plus équilibrée. Elles fournissent plus de munitions pour un raisonnement motivé. Considérez le déni du changement climatique chez les conservateurs éduqués ou le sentiment anti-OGM chez les libéraux éduqués. Dans les deux cas, l'intelligence ne corrèle pas avec la précision, mais avec la capacité à défendre des positions préexistantes. Le sceptique éduqué sur le climat ne manque pas d'informations. Il a développé des cadres élaborés pour rejeter les informations qui contredisent sa vision du monde. L'intelligence n'élimine pas les préjugés, elle arme les préjugés avec de meilleures armes. La malédiction de la connaissance. Une fois que nous savons quelque chose, il nous est presque impossible de nous rappeler ce que c'était de ne pas le savoir. C'est la malédiction de la connaissance. Notre incapacité à recréer l'état mental d'ignorance après avoir acquis des informations. Cette malédiction a de profondes implications sur la façon dont les personnes intelligentes perçoivent les autres. Le mathématicien expert
ne peut pas comprendre pourquoi les étudiants luttent avec l'algèbre de base. L'érudit littéraire ne peut pas concevoir comment quelqu'un peut manquer des références symboliques dans un texte. Le philosophe ne peut pas comprendre pourquoi les profanes ne saisissent pas des distinctions qu'ils trouvent évidentes. Cela crée un dangereux déficit d'empathie. L'intelligence corrèle souvent avec une diminution de la capacité à comprendre comment les autres pensent, non pas parce que les personnes intelligentes manquent de compassion, mais parce qu'elles ne peuvent pas simuler des esprits avec moins d'informations que le leur. Cela conduit à ce que les psychologues appellent le réalisme naïf, la croyance que nous voyons la réalité objectivement, tandis que ceux qui ne sont pas d'accord sont biaisés ou mal informés. Plus nous devenons éduqués, plus nous avons de difficultés à imaginer comment des personnes raisonnables pourraient parvenir à des conclusions différentes. Cela explique pourquoi les débats académiques deviennent si amers et pourquoi les personnes intelligentes ont souvent recours à la pathologisation du désaccord. Si je vois clairement la vérité et que vous n'êtes pas d'accord, vous devez être ignorant, irrationnel ou malveillant. Mon intelligence devient non seulement un outil pour comprendre le monde, mais une barrière pour comprendre les autres. La faille d'intégration. L'aspect peut-être le plus dangereux de l'illusion de l'intelligence est ce que nous pourrions appeler la faille d'intégration. La croyance que nos connaissances forment un tout cohérent et consistant alors qu'elles consistent en réalité en fragments isolés qui se contredisent souvent. Le psychologue Robert Kurzban soutient que l'esprit humain n'est pas une entité unifiée, mais une collection de modules qui ont évolué pour résoudre différents problèmes. Ces modules fonctionnent souvent indépendamment, conduisant à des croyances contradictoires que nous mettons rarement en confrontation directe. Le scientifique, qui applique des normes rigoureuses de preuve en laboratoire, mais accepte des affirmations religieuses sans le même examen. L'éthicien qui défend les droits des animaux tout en portant du cuir. L'environnementaliste qui condamne les combustibles fossiles tout en prenant des vols internationaux. L'intelligence n'intègre pas automatiquement nos connaissances en un tout cohérent. Au contraire, elle nous rend meilleurs pour compartimenter les contradictions et rationaliser les incohérences. Plus nous sommes intelligents, plus nos mécanismes pour éviter la dissonance cognitive sont sophistiqués. Cela crée ce que le philosophe John Gray appelle la tromperie de l'intellect, l'illusion que nos croyances forment un système rationnel et cohérent alors qu'elles reflètent en réalité un patchwork d'intuitions, d'influences culturelles et de raisonnements motivés que nous justifions a posteriori. L'intelligence comme monnaie sociale. Pourquoi ces illusions persistent-elles malgré leurs dangers évidents? Parce que l'intelligence fonctionne non seulement comme un outil pour comprendre la réalité, mais comme une monnaie sociale qui signale le statut et l'appartenance au groupe. Le psychologue évolutionniste Geoffrey Miller suggère qu'une grande partie de l'intelligence humaine n'a pas évolué pour résoudre des problèmes pratiques, mais comme une parade nuptiale similaire à la queue du paon. Coûteuse, extravagante et conçue pour annoncer une aptitude génétique. Cela explique pourquoi nous utilisons souvent l'intelligence, non pas pour parvenir à des conclusions précises, mais pour démontrer notre prouesse intellectuelle. L'étudiant qui pose des questions délibérément complexes, non pas pour gagner en compréhension, mais pour afficher ses connaissances. L'universitaire qui utilise un langage inutilement technique, non pas pour la précision, mais pour signaler l'intelligence. Quand l'intelligence devient principalement une question de signalisation sociale, l'exactitude devient secondaire par rapport à la gestion des impressions. L'objectif passe de l'exactitude à l'apparence d'intelligence, de la recherche de la vérité
à la recherche du statut. Cela crée des incitations perverses où admettre l'ignorance ou changer d'avis n'est pas perçu comme une croissance intellectuelle, mais comme une perte de face. Plus nous avons défendu publiquement et avec force une position, plus il devient douloureux de reconnaître l'erreur. Transcender l'illusion. Y a-t-il un espoir d'échapper à ces pièges cognitifs? Oui, mais la voie à suivre nécessite une réimagination fondamentale de ce que signifie l'intelligence. La véritable intelligence ne consiste pas à accumuler des connaissances, mais à reconnaître leurs limites. Ce n'est pas être dans le vrai, mais devenir progressivement moins dans l'erreur. Ce n'est pas défendre des positions, mais les mettre à jour en réponse aux preuves. Le physicien Richard Feynman incarnait cette approche lorsqu'il disait « Je préfère avoir des questions qui ne peuvent pas être répondues que des réponses qui ne peuvent pas être remises en question. » Son génie ne résidait pas seulement dans ce qu'il savait, mais dans son aisance avec l'incertitude et sa volonté de dire « je ne sais pas ». Cela nous amène à ce que le philosophe Jacob Needleman appelle la sagesse de ne pas savoir. La reconnaissance que l'humilité intellectuelle n'est pas l'ennemi de l'intelligence, mais sa plus haute expression. Pratiquement, transcender l'illusion de l'intelligence nécessite plusieurs changements dans notre façon de penser à la pensée. Premièrement, nous devons distinguer entre compréhension et familiarité. Ce n'est pas parce qu'un concept nous semble familier que nous le comprenons. Le test de la compréhension n'est pas la reconnaissance, mais l'application et l'explication. Deuxièmement, nous devons nous sentir à l'aise avec le triage épistémique, reconnaître que nous ne pouvons pas être experts en tout et que nous devons nous fier à l'expertise des autres dans la plupart des domaines. Cela nécessite de développer ce que la philosophe Miranda Fricker appelle la justice testimoniale, la capacité à évaluer l'expertise sans succomber, ni à l'acceptation naïve, ni au scepticisme réflexif. Troisièmement, nous devons passer d'une vision de l'intelligence comme une possession à une vision de l'intelligence comme un processus. L'intelligence n'est pas quelque chose que nous avons, mais quelque chose que nous faisons, spécifiquement, le processus continu de révision de nos croyances pour mieux les aligner sur la réalité. Enfin, nous devons reconnaître que les mots les plus dangereux dans la vie intellectuelle ne sont pas « je ne sais pas », mais « je sais ». La certitude est là où la pensée se termine et où le dogme commence. Mais il se passe autre chose ici, quelque chose de plus profond qu'un simple biais cognitif. Se pourrait-il que ce que nous appelons intelligence soit lui-même fondamentalement mal compris? Que le concept même contient des hypothèses qui nous égarent? Plus à ce sujet la semaine prochaine, lorsque nous explorerons comment notre conception entière de l'intelligence pourrait être construite sur des sables mouvants philosophiques. Pour l'instant, considérez ceci. La prochaine fois que vous ressentirez une certitude absolue quant à vos croyances, la prochaine fois que vous rejetterez le point de vue de quelqu'un d'autre sans le comprendre pleinement, la prochaine fois que vous vous sentirez intellectuellement supérieur, faites une pause. Dans ce moment de certitude, vous pourriez expérimenter non pas le sommet de votre intelligence, mais sa plus grande vulnérabilité. L'esprit véritablement intelligent n'est pas marqué par la conviction, mais par la curiosité. Pas par la certitude, mais par l'émerveillement. Peut-être que la véritable intelligence commence précisément là où nos illusions à son sujet se terminent.